Bonjour, Monsieur le Président. Vous allez avoir quelques questions de notre part. Peut-être représenter en deux mots peut-être votre association et puis Constant Papillon-Blard vous posera la première question. Bon, merci Pierre, merci Monsieur le Directeur, merci Nathan. La Confédération des commerçants de France est partenaire de Centre-Ville en Mouvement depuis son origine, est très attachée à vos travaux et on vous remercie pour tout ce que vous apportez à la dynamique du commerce et notamment des commerçants que nous représentons. La Confédération des commerçants de France indépendants, à l'heure d'aujourd'hui, porte sur un rassemblement de 20 fédérations professionnelles et membres associés, les membres associés étant principalement des acteurs qui regroupent des associations, des unions de commerçants, et sinon les fédérations, ce sont des fédérations de branches. Nous portons l'action sur, bien sûr, le commerce de centre-ville, nos entreprises à hauteur de 400 000, 450 000 selon les statistiques, représentent essentiellement des entreprises de moins de 11 salariés, tout secteur d'activité, 1 million, moins de 11 salariés et 1 million de salariés au total qui sont embauchés au sein de ce panel. Donc, nos actions portent sur le lobbying politique à certains moments, toujours dans l'intérêt des commerçants qui sont adhérents de nos fédérations professionnelles. Nous avons affaire aux fédérations et les fédérations ont des commerçants en tant qu'adhérents. Dans le cadre de nos actions, bien évidemment, l'audition que vous organisez aujourd'hui s'avère particulièrement importante. Pourquoi ? Parce que nous sommes mobilisés, je dis bien mobilisés, très fortement sur le numérique, la mise en situation opérationnelle, je dis bien également opérationnelle, du numérique chez les commerçants d'une manière générale, mais bien sûr spécifiquement les commerçants de nos fédérations adhérentes ou de nos membres associés. Donc voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon peut-être un peu élargi, mais voilà ce que nous sommes, quelle est notre action et ce que nous souhaitons concernant le numérique. Et bravo pour cette initiative du printemps du numérique de votre structure, portée par votre structure actuellement. Merci. Constant, je vous laisse. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous. La première question, donc, avec la crise qu'on traverse et qu'on a traversée, on a eu donc, comme on l'a pu le voir, un réveil un peu du numérique, un peu une obligation peut-être de se tourner vers le numérique. Comment vous aidez vos adhérents justement à opérer cette transformation vers le numérique? Eh bien, écoutez, la sensibilisation vers le numérique des adhérents s'est faite, mais plus timidement que nous ne l'aurions espéré. Et je pense que nous ne sommes pas les seuls. Nous avons fait un constat, c'est un constat, et il n'y a pas à juger si ce n'est de dire, voilà, les choses étant ce qu'elles sont, eh bien, pris par le contexte, affecté par ce Covid-19, une grande crise économique sévissant sur notre pays et dans le monde entier, eh bien, nos adhérents, c'est vrai, ont été à l'écoute, mais n'ont pas été suffisamment mobilisés. Et on en parlera lors d'autres questions que vous allez me poser. Mais donc, la sensibilisation, par contre, nous avons voulu la provoquer. Bénédicte Boudet, avec des organisations, pendant le Covid, le premier confinement important de 3 mois, Bénédicte a organisé des visios, a organisé des rencontres. Nous avons envoyé des éléments de sensibilisation. Et pendant toute cette période du Covid, ça nous a permis de travailler avec un partenaire qui est devenu membre associé et qui nous a mis en place une grande application numérique, une grande cartographie numérique sous forme de société coopérative d'intérêt collectif, Monsieur Stéphane Grandjean. Donc nous avons, fait naître une application numérique
qui a été présenté au pouvoir public, qui est dans la boucle, avec beaucoup d'autres acteurs, qui est dans la boucle d'un développement en cours que nous allons généraliser actuellement. Merci beaucoup. Okay. Très Juste, c'est en cours, hein, c'est pas aujourd'hui, ça fonctionne pas au niveau du numérique. C'est-à-dire, ça fonctionne, il y a déjà de nombreux commerçants, il y a déjà de très nombreux, des quelques milliers de commerçants qui sont intégrés, mais au niveau de notre structure, la Confédération des commerçants de France, c'est 20 fédérations et membres associés, la mise en place est en train de se faire afin de fonctionner le plus rapidement possible et d'utiliser le chèque numérique promu par le gouvernement. Et M. Alain Griset, il y a quelques semaines, me faisait une remarque, il avait raison. Il me dit, sur 120 000 chèques numériques produits, prêts à l'attribution auprès des commerçants demandeurs, avec preuve à l'appui, eh bien, seulement 12 000 ont été distribués. Bon, ça a évolué un peu depuis, on est peut-être à 23 000. Mais cela pour dire que et le gouvernement vient de prendre également une mesure, et à nouveau Alain Griset a pris une mesure particulièrement intéressante, il a libéré toute contrainte. Nous avons été très demandeurs en ce qui nous concerne la CDF. Bénédicte a fait toute démarche pour que ça soit ouvert à toute entreprise qui apporteront la preuve qu'elle mette en place l'application numérique SimpleMap. D'accord. Ok, parce que c'est vrai que là, au niveau des applications, il y en a quand même des multiples au niveau d'entreprises qui vendent des applications, qui disent que leur application, c'est la meilleure. C'est normal. On voit quand même que beaucoup d'huiles se sont dotées déjà d'applications et que ça a du mal à fonctionner, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut reconnaître que, Pierre, tu le sais, tu es comme moi un homme d'expérience. Je crois que nous avons pas mal de kilomètres parcourus tous les deux, et moi également, par rapport au commerce indépendant. Là, en ce qui nous concerne, bien sûr, la CDF, on parle spécifiquement du commerce indépendant, puisque c'est notre cible, c'est essentiellement les acteurs que nous portons et que nous représentons. Donc, c'est quand même quelque chose pour eux. D'abord, ils ont vu le numérique, la vente sur Internet, comme une agression à la base. On allait faire mourir leur commerce avec la vente sur Internet. Alors, c'est vrai qu'on en parlera certainement lors de l'audition. Il y a les grands pure players, il y a les plateformes, les grands entrepôts logistiques, Amazon, Alibaba, Cdiscount, etc. Ça, c'est un autre métier. Ce sont des acteurs qui ne pratiquent que le B2C sous forme de vente par Internet. Mais pour nos commerçants, il est bien évident, et je le précise quand même, il est bien évident que pour nos commerçants, la vente sur numérique, ce sera de l'information, de la vente supplémentaire par rapport aux magasins physiques, comme on l'appelle dans notre jargon les magasins sur pied, qui font l'objet de nos commerçants que nous représentons et qui sont nos mandants. Mais bien évidemment, le numérique, la vente sur Internet, n'a pas vocation de devenir ce qu'elle représente chez Amazon, chez tous les grands pure players. C'est un accompagnement, c'est un plus. Et nous voyons, au travers de notre application SimpleMap, justement, nous voyons également ce maillage, cette information surmultipliée de la part de nos commerçants pour s'identifier, pour faire revenir les consommateurs dans les magasins, dans les centres-villes dans lesquels nos commerçants sont implantés. Vous voyez, il faut bien situer le problème à sa juste place par rapport à ce dossier Internet que vous avez eu le mérite, et je vous félicite à nouveau de l'avoir mis en avant et de l'avoir soulevé haut et fort. Oh, merci beaucoup. Autre question?
Oui. Alors justement, dans cette un peu course au numérique, est-ce que vous avez pu remarquer on va dire des disparités, ou en tout cas des inégalités sur le territoire en termes d'adaptation au numérique? Alors, est-ce qu'on pouvait peut-être dire que des zones plus rurales étaient plus en difficulté vis-à-vis des zones urbaines? Bien sûr. Alors, moi, ce que je relèverai, messieurs, chers directeurs et messieurs, ce que je relève, bien sûr, c'est qu'actuellement, bon, la distribution est omnicanale et c'est une réalité. Et ce que nous constatons, c'est qu'il y a une différence fondamentale de traitement entre le grand numérique et le numérique traditionnel, le numérique humain, je dirais, celui qui prend naissance dans certaines villes, collectivités locales, soutenu par les régions. L'Île-de-France en est un très bon exemple avec Valérie Pécresse, Alexandra Dublanche, qui sont mobilisés, mais certainement d'autres régions. Mais là, bien évidemment, nous portons une grande doléance, et là nous arrivons maintenant après l'Assemblée nationale qui ne nous a pas donné raison concernant l'intégration dans une forme de moratoire loi climat résilience. Nous souhaitions que les entrepôts logistiques, les grands entrepôts logistiques, nous le demandons toujours, nous allons vers les sénateurs cet après-midi et nous allons continuer peut-être jusqu'au Conseil constitutionnel. Il y a une inégalité de traitement fondamentale. C'est-à-dire qu'on ne considère pas ces entrepôts logistiques comme des outils essentiellement de vente par Internet en B2C. On les assimile à des entrepôts industriels, pourquoi pas. Ils bénéficient même de la loi, du plan de relance avec des baisses de fiscalité, ce qui est une bonne chose pour relocaliser notre industrie. Mais là, qu'on n'aille pas me dire que un outil entrepôt numérique Amazon ou autre ne sont pas des outils de vente comme le sont en termes de fonctionnement présentiel, fonctionnement physique, Carrefour, Casino et toutes les grandes surfaces, sport et autres. Donc, il y a une inéquité de traitement, une inégalité de traitement, et là, on ne peut pas continuer à accepter cela. Et j'en terminerai. Nous allons vers la loi de finances bientôt et nous allons demander, comme l'a fait d'ailleurs le président du MEDEF, M. Roux de Bézieux, pourquoi les entrepôts logistiques B2C essentiellement de vente, en dehors de la TVA, de tout ce qui est traité au niveau de l'Europe, pourquoi ces entrepôts logistiques de vente, j'insiste un peu sur le mot, ne sont pas assujettis à la TASCOM qui, pour l'instant, existe, même si elle est contestée, elle est discutée peut-être. Mais là, moi, je constate que pour s'implanter, ils ne sont pas régis par les mêmes règles, ils ne montent pas de dossier, ils ne passent pas devant des commissions, etc. Donc pour moi, j'en termine, c'est véritablement une anomalie constitutionnelle, législative et une anomalie de droit. Et nous avons bien l'intention de faire évoluer cette anomalie que nous constatons actuellement dans la vente sur Internet. D'accord. Juste, la question qui était posée aussi, c'est est-ce que vous voyez une différence entre des commerçants qui sont dans des grosses villes et des commerçants qui sont dans des petites villes? Première question. Et la deuxième question qui vous est posée, c'est est-ce que vous voyez une différence entre certains types de commerces, peut-être qui vendent beaucoup plus sur Internet que d'autres qui ont plus de mal ou pour lesquels c'est moins essentiel? Alors, c'est une question, cher Pierre, chers messieurs, c'est une question quand même qui n'est pas facile. Ce n'est pas une question piège, et je ne dis pas cela, au contraire, mais c'est une question très ouverte qui, moi, ce que je constate, c'est que la différenciation fondamentale, seulement les commerçants des grandes métropoles, des grandes villes se mettent au numérique et les autres, ils restent à la traîne, je dis non. Moi, je peux vous assurer, tu le sais Pierre, tu connais mon histoire et tu connais mon action, la première société coopérative de centre-ville, il y en aura certainement beaucoup d'autres,
et tu attends bien sûr d'autres expériences en ce qui te concerne, centre-ville en mouvement, et je le comprends, eh bien, la première chose qui a été mise en place et qui a sacrément servi pendant le Covid au sein de cette société coopérative, alors Langogne, messieurs, 3000 habitants, si vous allez en vacances en Lozère, je serai présent pour vous accueillir. C'est une jolie petite ville de 3000 habitants avec une communauté de communes qui porte sur 7900 habitants. Eh bien, ils ont créé une plateforme numérique, ils ont créé un drive. Il y a 30% de touristes en plus qui sont arrivés sur Langogne et ils ont vendu pendant tout le Covid-19 sur un drive. Ils ont fait des envois, ils ont fait du circuit court. Donc, la mise en place par les villes et avec les commerçants et pour les commerçants peut se faire aussi bien et parfois même davantage dans les petites villes rurales, petites villes et moyennes villes, les villes de demain comme le nouveau plan en atteste. Donc je pense que ce n'est pas lié à l'importance forcément de la ville. Alors l'autre point que vous m'avez demandé, si tu peux me le rappeler, Pierre, en dehors de cette différence métropole. Oui, est-ce que tu vois aussi une différence par type de commerce? Parce que on voit bien que sur les marchés, c'est quelque chose qui n'est pas familier, c'est rare. Et on voit également que, alors ça dépend de la tranche d'âge aussi du commerçant. Un commerçant qui est né avec Internet et qui est né avec ça communique de façon très facile grâce au numérique. Mais je te disais, est-ce que certains commerçants, par exemple les vêtements, est-ce que ils sont plus à même de vendre sur Internet plus qu'un boucher ou que est-ce qu'il y a certains types de commerces qui sont Là, si tu établis une grande classification alimentaire, non alimentaire, c'est un peu particulier. C'est vrai que l'alimentaire s'y met, l'alimentaire crée des applications qui permettent de préparer la marchandise, mais ce n'est pas quand même encore surdéveloppé au niveau de l'alimentaire, ça commence. Au niveau des acteurs non alimentaires, chaussures, vêtements, moi je peux vous donner des moyennes. Beaucoup de détaillants ont commencé dans ces secteurs-là de l'équipement de la personne à se doter quand même d'un site de vente perso qu'ils peuvent raccorder quand la ville crée vraiment une démarche collective au sein de la collectivité locale. Mais disons que ça ne dépasse pas dans le meilleur des cas, entre 6, 7 et 15% du chiffre qui peut être apporté en plus par rapport à la vente physique normale au magasin. Donc, il faut quand même reconnaître que la vente sur Internet, véritablement au niveau des acteurs du commerce physique, que je veux citer haut et fort, eh bien, ça reste encore limité. C'est pas un rush, ça existe. On n'a pas attendu le Covid-19 mars 2020 pour créer des sites de commerçants individuels. Il y a pas mal de start-up, d'opérateurs qui montent des sites pour les commerçants. Donc, mais ça reste quand même très limité en termes de grande diffusion. Mais ça revient à ce que je vous disais il y a quelques instants. C'est un plus. Le click and collect s'est avéré un plus. Le call and collect, c'est un plus. Mais la vente physique reste et restera, et on s'en félicite et on fera tout pour, nous, les acteurs professionnels, pour que ça reste majeur. Nous n'avons pas la vocation de... Alors, on va pouvoir, avec les villes, les collectivités locales, les régions, créer des plateformes régionales. Moi, je vois davantage des plateformes locales accompagnées par les villes, départements et surtout régions, plutôt qu'une grande plateforme supranationale où tous les commerçants de France iraient mettre leurs produits. Moi, je n'y crois pas vraiment à ce jour. Je peux évoluer, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée. Mais moi, je pense que avec les actions locales, avec un gros apport des régions, et je cite souvent les régions dans mon discours, vous l'avez compris, parce que les régions, pendant le Covid, nous ont montré leur grande prépondérance, leurs actions, ainsi que d'ailleurs les collectivités locales, les maires.
Et c'est pour ça que Centre-Ville en mouvement, qui est présidé par un maire plus que dynamique, sans le flatter aujourd'hui, mais Philippe Laurent fait un travail très important également. Il a déjà créé une plateforme à Sceaux, etc. Mais d'une manière générale, les maires sont très actifs au sein des régions également, très partie prenante. Et le chèque numérique du gouvernement soit, mais Madame Valérie Pécresse et d'autres régions, mais en Occitanie également, une région très prospère, très prolixe d'événements et d'actions, eh bien, portée par la présidente Carole Delga également, eh bien, mène des actions particulièrement puissantes avec un chèque numérique de 3 fois celui du gouvernement en Île-de-France ou en Occitanie et dans la région également Rhône-Alpes, etc., où il y a des grandes dynamiques qui se mettent en place. Donc, je nourris beaucoup d'espoir sur l'implantation, l'évolution du numérique, et ce sera le moyen. Bon, j'ai demandé tout à l'heure une régulation de l'implantation et surtout pas l'interdiction des entrepôts numériques logistiques, mais le moyen d'apporter une vraie alternative durable, pérenne au numérique sur notre pays, dans les régions, dans les villes, eh bien, c'est le moyen de rééquilibrer cette concurrence qui, pendant le Covid, vous le savez, messieurs, chers directeurs, vous savez que cette concurrence est devenue déloyale à un certain moment, quand nos magasins physiques étaient fermés et que les grands entrepôts vendaient à tour de bras avec des promotions en disant aux consommateurs 3 mois avant la Noël, achetez vite vos jouets, vous n'en aurez plus en fin d'année. Vous pouvez imaginer la concurrence déloyale qui a sévi. Donc on a intérêt très vite à s'y mettre toutes et tous les acteurs concernés à se mettre en pleine action pour développer le numérique dans notre pays, au niveau de la ville, des communautés de communes et des régions. Juste au cas où, juste que tu nous dises bien ce que tu appelles plateforme, c'est l'application, parce que une plateforme nationale ou tout, on va pas vendre sur une plateforme pour des commerçants de proximité, du moins. C'est l'application, ce que tu voulais dire? Alors, moi… c'est juste pour la synthèse. Disons que pour la synthèse, bon, il y a des applications qui sont en train de se mettre en place, portées par les collectivités locales. D'ailleurs, le gouvernement a mis en place des aides financières, comme à une époque le FISAC. C'est un peu le FISAC nouvelle génération numérique. Le gouvernement apporte des aides auprès des collectivités locales, également auprès des acteurs eux-mêmes. Et c'est pour cette raison que nous avons fait naître cette application sous forme de coopérative pour une part sociale de 35 €. On accède à Simple Map et à partir de là, on rentre dans une application, dans la mise en place de la vente sur Internet pour ceux qui n'y sont pas, de l'information également pour tous les commerçants individuellement, avec une cartographie, mais également une information sur Simple Map qui couvre les collectivités locales, les offices de tourisme. Et nous sommes en train, sachez-le, de favoriser la mise en place de bornes sur les marchés, parce que je porte la plus grande fédération des marchés, les marchés de France, que Pierre connaît bien et que vous soutenez, c'est le cas de le dire, que vous avez pris en compte et vous soutenez aux côtés de Madame Rubin, de Nadine Villiers depuis le départ. Et c'est vrai que nous pensons que ce complément numérique de vente sur Internet, de click and collect, qui favorise également le circuit court, eh bien, nous intégrons également les non-sédentaires que l'on appelle les marchés, avec des bornes qui les favorisent, qui leur permettra de se numériser, etc., etc. Donc, vous voyez, le discours que je mène et que nous portons depuis tout à l'heure avec vos questions pertinentes, avec vos questions intéressantes, eh bien, laisse apparaître quand même un certain cadre d'optimisme quant à la numérisation, mais c'est quand même, je le répète, lent au démarrage.
Ils n'y sont. Peut-être, comme il nous reste 10 minutes d'audition, de questions avec, peut-être Constant, les autres questions. Messieurs, à votre Alors, Constant, vous n'avez pas mis le micro. Alors, cette question peut-être un peu plus rapidement. Est-ce que le numérique fait l'objet, donc, au sein de votre entité, d'une formation? Alors, oui, l'application, la formation, nous n'allons pas la chercher chez Amazon, hein, je vous rassure. Nous n'avons quasiment pas d'entreprises qui adhèrent à aux plateformes Amazon au sein de la CDF, et d'ailleurs, d'une manière statistique globale, c'est tout juste 4-5% en France. Donc, voilà. Donc, SimpleMap a aussi la mission, avec les AGFIS, avec tout un tas de programmes de formation, assure également la formation au cas par cas des commerçants qui mettent en place l'application pour travailler avec. Il y a un volet formation. Je vous réponds affirmativement. Pardonnez-moi, je suis très bavard, Pierre le sait, et mes réponses sont parfois un peu longues. Ok. Peut-être que on va sauter la question du click and collect parce que tu as répondu sur ce domaine. On voit qu'aujourd'hui, il y a un engouement quand même de la part de notre population, de la part de nos concitoyens pour le centre-ville. On voit bien que les commerces restés ouverts, notamment les alimentaires, ont fait des chiffres d'affaires énormes. Hein, on est à du plus 13 à plus 40%. Les supermarchés également de centre-ville ont excessivement bien marché, tandis que ceux qui sont en périphérie, les gros mastodons, ont perdu en chiffre d'affaires. Donc voilà, il y a quand même un recentrage sur le cœur de ville très important. Et dans notre dernier baromètre, le 5e baromètre maintenant qu'on fait avec le ministère de la Cohésion du Territoire, on voit bien que, et le CSA bien sûr qui est partenaire, qui réalise ce questionnaire, on voit que, et ça les a beaucoup surpris, que 9 Français sur 10 considèrent que de faire leurs achats en centre-ville est un acte citoyen. Donc, comment cette clientèle, on voit que, voilà, on espère que la crise va se terminer avant la fin de l'année. Comment on garde ses clients? Comment on fait? Et ta vue, ta vision sur 2030, comment les centres-villes et le commerce de proximité va faire. Et voilà, je vais essayer d'être très synthétique et d'aller droit au but par rapport à cette excellente question et ce constat, parce que ta question est également un constat, Pierre. Alors moi, j'ai toujours en mémoire, je me trouvais à Nantes lors du 2e confinement et de la réouverture, bien sûr. Quand tout a réouvert fin novembre 2020, j'ai été impressionné de voir les queues de consommateurs devant une infinité de commerces, de bouches, cadeaux, coiffeurs, enfin, tous ces commerces qui composent la vie de nos centres-villes, le lien social de nos centres-villes, étaient bondés. Et pourtant, il y avait des mesures sanitaires, il fallait faire la queue, on ne pouvait pas accueillir et les commerçants ont toujours été exemplaires et vous y avez contribué, centre-ville en mouvement, les maires que vous représentez ont toujours été d'une grande vigilance pour faire respecter les règles. Eh bien, je pense que, je suis même certain que pour la fin d'année 2020, malgré le dumping d'Amazon, entre autres, eh bien, les clients ont attendu la réouverture des commerces pour réaliser leurs achats. Je suis sûr qu'il y a eu, pour les jouets, etc., une baisse de fréquentation sur ces grands pure players. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai fait une petite parenthèse sur notre combat
que j'espère vous mènerez parfois avec nous, si vous le souhaitez, avec le président également de Centre-Ville en Mouvement, c'est bien faire comprendre aux acteurs de la République, aux députés de la République, aux sénateurs, à l'État, que pour que le commerce s'exprime de bonne manière, pour que l'équilibre demeure, on a vu que le fait de trop de grandes surfaces va à l'encontre du développement de ces grandes surfaces et des centres-villes, mais tu es en première ligne, Pierre, ça fait des années que tu te bats pour la revitalisation des centres-villes, avant même que se crée un ministère de la cohésion des territoires. Je ne te flatte pas en disant cela, mais c'est un constat également. Donc, je pense que, encore une note de ma part optimiste, les consommateurs aiment leurs commerçants, ils aiment leur centre-ville, et puis vous savez, un centre-ville, il est irremplaçable. C'est l'histoire du pays, c'est l'histoire de la ville, les monuments, les lieux historiques, c'est la culture, c'est le patrimoine, c'est les achats. Et puis, nous, les indépendants que je représente, et j'en suis fier, représentent les métiers, ces métiers qui font la qualité de la consommation. Et je suis convaincu, mes chers directeurs et messieurs, que après le Covid, des prises de conscience s'opèrent et ça ne sera plus comme avant le Covid. On va aller vers plus de vertu de la distribution, on va aller vers d'autres règles, des règles plus vertueuses qui ramènent la distribution à sa juste valeur. J'y crois beaucoup et notamment avec l'action de l'Europe et de nos acteurs du gouvernement, bien sûr. Voilà. Alors justement, Monsieur le Président, peut-être pour terminer, c'est qu'en ce moment, on a un peu besoin de regarder vers le futur. Comment vous imaginez donc nos centres-villes et aussi notre monde commerçant à l'horizon de 2030? Eh bien, écoutez, moi, je pense que nos centres-villes, vous y contribuez, sont en train de se revitaliser, comme le ministère de la Cohésion des Territoires l'a dit. Mais il y a une notion que vous ne devez pas oublier. Et il y a même un ministère dédié, porté par Madame la ministre Olivia Grégoire, le ministère de l'économie sociale et solidaire. Et je pense que l'économie sociale et solidaire économique, parce que l'écologie ne doit pas être punitive, elle doit s'harmoniser avec l'économique. Et j'en suis convaincu. Vous le savez, je ne vais pas aujourd'hui en parler longuement parce que ce n'est pas le jour et ce n'est pas le propos de votre question, mais je milite, vous le savez, pour un regroupement des forces différentes soient-elles, en des mêmes structures, pourquoi pas sous une forme de société coopérative d'intérêt collectif des centres-villes, mais de toute façon, que ça s'appelle société coopérative de centre-ville ou autre, ce qu'il faut, c'est que les acteurs soient ensemble pour échanger, pour dialoguer, pour monter de gros projets, notamment numériques, mais pas que. Donc, vous voyez, à Langogne, par exemple, je suis effaré de voir qu'un projet qui, depuis 30 ans, dormait dans les dossiers de la mairie, eh bien, la revitalisation d'un centre-ville, un collège désaffecté qui est remis en selle, une médiathèque, des nouveaux commerces, des appartements pour le 3e âge. Enfin, la vie passe par les acteurs qui portent cette vie dans les collectivités locales, dans les communautés de communes, au sein des régions et des départements. Donc, je pense que c'est pour cette raison qu'on se bat pour qu'il y ait des règles, y compris pour le grand e-commerce, pour le grand commerce numérique. C'est pour cette raison qu'on se bat, notamment tout à l'heure au Sénat, pour l'article 52, parce que c'est vital, parce que finalement, si on laisse se développer à volo, sans aucune règle, sans aucune restriction, ces entrepôts logistiques, ça crée presque une addiction vers les consommateurs. Et je pense que ça, il faut en prendre conscience, et j'ai bon espoir. J'ai été interrogé à l'occasion récemment par le président de la République et ses services sur justement qu'est-ce qui ne va pas dans la loi climat. J'ai dit, Monsieur le Président, ce qui ne va pas dans la loi climat, c'est que l'équité et l'égalité de traitement n'est pas réunie avec l'article 52 que nous défendons également pour une maîtrise des surfaces physiques, mais également un cadre et un encadrement du développement des grands pure players et des entrepôts logistiques. Voilà, ce sera pour moi le mot de la fin.
et je vous remercie encore très fortement de m'avoir interviewé. J'ai été trop bavard, Pierre, comme d'habitude, mais tu ne m'en voudras pas. On a l'habitude. J'ai parlé avec mon cœur et avec mes tripes pour vous faire part de ce que je ressentais en tant que représentant de la Confédération des commerçants de France. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette audition. Merci.